Ok. Bonjour à tous et merci d'être venus assister à notre talk. On est ravis de faire cette présentation ici à Android Makers by DroidCon. Donc je me présente, je m'appelle Kelly Anclair, je suis développeur Android chez Spendesk et je me marie la semaine prochaine, donc j'espère que je ne me suis pas trompé de slide. Et je suis venu avec du coup Valentin. Bonjour, Valentin, développeur iOS chez Spendesk. Je suis un peu l'alter ego de Kélian. Ok, ouf, il n'y a pas eu de huée à la notion de iOS, donc on va pouvoir continuer. Chez Spendesk, on est donc 5 devs Android et 5 devs iOS, et avec l'équipe qui grandit, on a commencé à se pencher sur des sujets d'observabilité. Et donc on va vous présenter aujourd'hui à quoi on est arrivé. C'est pas une recette magique, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné pour nous, donc on voulait vous le présenter. Et on va aussi présenter des petits retours d'expérience et des petits tips sur comment vous pouvez en faire aussi chez vous. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Spendesk, on est une solution de gestion de dépenses pour entreprises qui met à disposition des employés des outils pour dépenser l'argent de l'entreprise. Donc des cartes physiques, des cartes virtuelles pour faire des achats sur Internet. Et ça permet aussi au pôle finance, à la comptabilité, de suivre et traquer les dépenses des différents utilisateurs sans avoir à leur courir après pour avoir les tickets de caisse. En quelques chiffres, il y a plus de 3800 entreprises qui nous font confiance en Europe et aux États-Unis. Et l'année dernière, il s'est dépensé plus de 10 milliards d'euros via Spendesk, donc c'est quand même pas rien, et c'est pour ça qu'on a besoin de bien surveiller ce qui se passe. On va commencer par, par définir ce qu'on appelle l'observabilité. Et pour ça, on va la comparer à la QA. Donc c'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires, qui vont ensemble. Et on va mieux comprendre ce que c'est l'observabilité grâce à cette comparaison. Donc la QA, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait avant une release pour s'assurer qu'on ne va pas introduire de bugs critiques en production. C'est quelque chose qui permet de valider à un instant T une version V d'une app. On fait un nombre limité de scénarios parce qu'on n'a juste pas la possibilité de tout tester et de tester tous les cas. L'observabilité, au contraire, c'est quelque chose qui va se faire en production de manière passive. Donc les informations vont nous remonter et elles vont nous permettre de décrire tous les scénarios, d'avoir des informations sur tous les scénarios réalisés par les utilisateurs, des vrais scénarios. Et ça va nous permettre d'avoir un peu un suivi de notre application et son état pour toute la base d'applications actuellement en circulation sur les téléphones des utilisateurs. Vous faites déjà de l'observabilité à des niveaux plus ou moins élevés. Donc, par exemple, un utilisateur qui met un commentaire sur les stores, vous avez un feedback de qu'est-ce qui se passe sur votre app. En général, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché sur votre app. Et donc, l'utilisateur n'est pas content et met un mauvais commentaire. Et voilà, c'est pas bon pour votre image, mais au moins, vous savez qu'il y a un souci. Un niveau un peu plus élevé, c'est que vous avez installé Crashlytics sur votre application et vous êtes notifié, vous avez un dashboard des différents crashs qui peuvent se produire en production. Là encore, c'est un peu trop tard parce qu'il y a déjà eu des soucis, des désagréments et les utilisateurs peuvent ne pas être contents. Encore un niveau plus élevé, c'est qu'on est capable de lire les logs qui se passent en production sur un outil en ligne. Donc on voit en direct ce qui se passe sur notre application. Et le dernier niveau que j'ai mentionné ici, c'est on est alerté, on a une notification Slack, un mail, quand quelque chose, l'état de notre application se dégrade en production. Et voilà. Donc le but de l'observabilité, on a défini 4 chez Spendesk. Il y a d'abord surveiller. Avec la code base qui grandit, on a de plus en plus d'utilisateurs et les ordres de grandeur sont un peu différents. 1% de 10 000 utilisateurs, c'est pas la même chose que 1% de 500 000 utilisateurs. Donc c'est important de surveiller. Et ça nous permet d'avoir de la confiance dans les releases qu'on fait, dans les versions de notre app qui sont en circulation dans la nature. L'observabilité, ça va aussi nous servir à comprendre. Est-ce qu'un souci ou une défaillance qu'on observe, c'est une exception ou une récurrence? Est-ce que ça arrive une fois à 1000 utilisateurs ou 1000 fois à 1000 utilisateurs? Et ça va nous permettre aussi de découvrir des situations qu'on n'avait pas forcément anticipées, des cas de bord qu'on n'avait pas forcément anticipés ou testés. Ça va nous permettre de reproduire dans quelle version, sur quel device, après quel chemin ce problème se produit. Et ça va nous permettre surtout de résoudre, de nous permettre de prendre une bonne décision. Est-ce qu'on a un souci, une fonctionnalité qui ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'on fait un hotfix? Est-ce qu'on coupe toute la release? Est-ce qu'on désactive seulement un feature flag? Parce que comme l'équipe grandit, on commence à se retrouver à shipper plusieurs features en même temps. C'est quand même dommage de devoir tout arrêter juste parce qu'il y en a une qui a un souci. Donc on va essayer juste de désactiver celle qui ne fonctionne pas. Ou est-ce qu'on peut attendre de faire un bug fix dans la prochaine version? Et
Et donc après avoir pris cette décision, l'observabilité, ça va aussi nous permettre de confirmer qu'on a pris la bonne décision et qu'on a bien résolu le souci ou pas. Voilà, maintenant, je vais laisser Valentin présenter comment on utilise l'observabilité chez Spendesk. Donc, je vais vous présenter les axes principaux de comment on fait de l'observabilité chez Spendesk. Donc, ça se présente autour de 3 axes principaux. Donc, c'est des logs, des mesures de fonctionnement et ensuite mesurer l'évolution des logs ou des mesures de fonctionnement. Donc, je parlais des logs. Les logs, au-delà d'être juste un événement et une chaîne de texte, les logs chez nous vont nous permettre, par exemple, d'avoir des métadonnées associées. Et ces métadonnées vont nous permettre de quantifier un problème, savoir si un problème survient sur une seule version spécifique, le nombre d'utilisateurs impactés, le volume d'utilisateurs, la récurrence, etc. Pour donner un exemple, nous, nos logs, on les envoie sur Datadog. Donc c'est comme ça qu'on fait chez nous, mais vous pourrez le faire complètement différemment chez vous. Voici un exemple de métadonnées qui peuvent être associées à nos logs, c'est-à-dire on peut savoir sur quel bus ça se passe, sur quel téléphone, quelle version de l'OS, combien de temps la session a duré, voir les événements liés, etc. Donc c'est assez poussé. Et comme le disait Clément avant, ça nous permet de créer des chemins utilisateurs. Ces chemins utilisateurs vont être extrêmement efficaces quand on va vouloir reproduire un problème. Par exemple, un utilisateur nous parle d'un problème et on veut savoir comment il est rentré dans cet état-là. On va pouvoir exactement comprendre ce qu'il a fait et reproduire comme ça. Ensuite, une chose qui va être clé avec ces logs, c'est qu'on va pouvoir se mettre en place des alertes automatiques. Le but, c'est une erreur critique survient, ou un taux de succès est en chute libre, ou on a un seuil d'erreur qu'on ne veut pas dépasser, etc. On va recevoir une alerte. Ça peut être sur plein de manières différentes. Nous, c'est sur un Slack. Le but, c'est d'être au courant tout de suite quand quelque chose se passe mal. Et de pouvoir investiguer, décider si oui ou non il faut aller faire quelque chose, oui ou non réparer un problème ou pas. Donc maintenant, je vais passer la parole à Kélian pour les mesures de fonctionnement. Donc maintenant que Valentin nous a parlé de comment on récupère de la donnée de la production, on va voir comment on peut s'en servir pour mesurer le fonctionnement de l'application en prod. D'abord, je vais rappeler pourquoi c'est très important d'avoir le suivi en prod de la feature et pas juste en debug. C'est parce que au fur et à mesure que notre app grandit, il y a de plus en plus de features, plus en plus de complexité, plus en plus de configuration, et c'est difficile de tout adresser ou long quand on fait nos tests ou quand on regarde si la feature fonctionne. Donc voilà, donc là ça permet de savoir ce qui se passe vraiment dans le monde réel pour les utilisateurs. L'autre intérêt, c'est aussi que quand on fait nos développements, nos tests, on est souvent dans un environnement de test qui n'a pas forcément les mêmes configurations ou ressources qu'un environnement de production, et sur des applications de test qui ne sont pas strictement les mêmes que les applications de production. Donc voilà, donc là on a vraiment des informations sur quelle est l'expérience réelle des utilisateurs. On parle de mesurer un fonctionnement, mais que mesurer? On va mesurer ce qu'on appelle un flow, un tunnel fonctionnel. Donc là on n'invente rien, c'est une feature. Et on va mesurer quand elle commence, quand voilà, son début, quand elle termine avec succès ou erreur. On peut différencier l'erreur de, je sais pas, une erreur réseau ou une erreur fonctionnelle. Et on va répéter la même chose pour tous les sous-flows de ce flow. Là, je vais vous donner un exemple de chez nous. Donc là, on a une feature qui permet à l'utilisateur d'ajouter de l'argent sur sa carte physique, qu'on appelle top-up. Donc voilà, on a le flow qui a une certaine durée. Et ce flow, il a des sous-parties. La partie où l'utilisateur va entrer le montant qu'il veut, ensuite la justification de pourquoi il veut ce montant, et ensuite qui devra l'approuver. Voilà, on a vraiment une répartition fine de comment se passe notre flow. Donc une fois qu'on a notre mesure, que peut-on en tirer? Je vais séparer d'abord ça en deux catégories, les aspects UX et les aspects techniques. Les aspects UX, c'est à quel point l'utilisateur est à l'aise avec ma fonctionnalité. Si mon cœur de métier, c'est de créer des to-do list et que l'utilisateur met 10 minutes à ajouter un to-do, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part. Et donc si on se pose d'un point de vue business et que l'ajout d'un to-do est payant, on va gagner moins d'argent si l'utilisateur met plus longtemps à en créer. Et si on se place d'un point de vue rétention, l'utilisateur va peut-être essayer de trouver une application qui est plus facile à utiliser pour une action qu'il juge simple. Pour le point de vue technique, là on voit un exemple on est en train de mesurer avec le 6% le nombre d'utilisateurs qui ne terminent pas la feature. Donc cette donnée-là peut ne rien avoir avec un problème technique, ça peut être juste l'utilisateur a reçu un appel pendant qu'il était en train de faire la feature, ou alors il se rend compte qu'il est en retard au daily, du coup il kidnappe. Mais ça peut être révélateur d'un souci technique fonctionnel, ce qu'on appelle un soft lock. Il y a juste, par exemple, le bouton valider à la fin du flow qui est disable ou pas présent.
Et l'utilisateur n'a pas d'autre choix que de revenir en arrière ou de sortir de l'app parce qu'il ne peut juste pas compléter son flow. Donc si on se rend compte que ce chiffre commence à avoir des valeurs qu'il a pas, qui sont différentes de d'habitude ou qui augmentent rapidement, on va se rendre compte qu'il y a un souci et qu'il faut peut-être investiguer quelque chose via des alertes, etc., etc. Là, un autre exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut tirer des mesures. Donc là, c'est la distribution du temps d'ouverture de l'app. Donc c'est pas ouverture de l'app, c'est le temps qu'il faut à l'utilisateur pour arriver sur la home et qu'il n'y ait plus de chargement. Et donc là, ce graphique bleu qu'on voit, c'est pas une vague à Hawaï, c'est vraiment le temps qu'il a fallu pour des groupes d'utilisateurs. Donc si on est par ici, ça a été rapide. Si on est par là, c'est que ça a été lent. Et pendant notre phase de développement, si on était avant le pic, on n'était pas forcément conscient qu'il y allait avoir des utilisateurs qui allaient être beaucoup plus loin dans ce graphique. Et même pour les utilisateurs, ils ne savent pas que pour un autre utilisateur, une même action prend 500 millisecondes de plus à se faire ou de moins. Et donc, ce n'est pas une information qu'on va nous remonter. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu découvrir vraiment autrement et qu'on n'aurait surtout pas pu découvrir sur nos comptes de test avec des données de test dans un environnement de test. Donc, on s'est servi, nous, de ces choses-là pour des sujets d'amélioration de performance. Quand on parle d'amélioration de performance, il y a une notion de mesurer une évolution. Avec la mise en place des mesures de fonctionnalité, on a de la donnée à un instant T, et on va pouvoir itérer sur cette donnée. On va pouvoir mesurer l'impact de nos actions. Est-ce que notre action a amélioré les choses ou pas? Et on va comme ça pouvoir itérer. Ou pareil, quand on remarque un souci, un bug, et on va pouvoir valider qu'on a bien résolu le bug et que le souci disparaît bien pour tous les utilisateurs ou seulement une portion des utilisateurs. Ces évolutions aussi vont nous permettre à nouveau de lever des alertes en cas de dégradation de la tendance, comme on l'a déjà évoqué. Et enfin, dire nous avons réduit le temps d'accès à la home aura beaucoup moins d'impact que de dire nous avons réduit de 40% le temps d'accès à la home. En donnant un chiffre, on donne vraiment de la légitimité dans l'annonce. On est confiant de l'amélioration. Si c'était 1%, on l'annoncerait peut-être pas de la même manière, voire pas du tout. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce chiffre-là qu'on annonce, c'est un chiffre pour des utilisateurs réels en production et pas sur un compte de test dans un environnement de test à nouveau. Voilà, je vais laisser Val vous parler de comment vous pouvez faire de l'observabilité de votre côté. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment, si ça vous intéresse, comment vous pouvez démarrer et quelques tips et retours d'expérience de ce qu'on a eu, nous, quand on a mis en place tout ça. Donc déjà, comment démarrer? Essayez de commencer assez simple. Vous prenez votre app et vous essayez de déterminer ce qu'on va... on va essayer de déterminer ce qu'on appelle des flows critiques. C'est, on va dire, les parties de votre application où si un problème survenait, l'impact sur l'utilisateur serait le plus important, soit juste techniquement, soit pour votre business. Je vais vous donner l'exemple de Spendesk. On va permettre de valider des transactions faites par carte. Il faut s'assurer que ça marche toujours, parce que si on ne peut plus valider les transactions par carte, les utilisateurs vont avoir des problèmes pour travailler. Ou par exemple faire des notes de frais, ou juste lancer l'app, etc. Donc commencez par essayer de faire une liste de vos, par exemple, 5 flows les plus importants. Ensuite, essayez vraiment de commencer petit. Essayez pas d'essayer de tout couvrir, de tout monitorer d'un coup, etc. Essayez de commencer pas par forcément le flow le plus important, mais peut-être par le flow qui est le plus rapide à mettre en place de l'observabilité dessus. Comme l'a dit Kélian avant avec l'évolution et les mesures, c'est que plus la donnée vous l'avez tôt, plus vous pouvez mesurer dans le temps son évolution, et plus aussi vous pouvez mesurer l'impact de certains changements que vous allez faire. Et donc, essayez peut-être de mettre en place un monitoring sur un flow, ensuite vous faites un autre, etc. Et essayez pas de tout faire d'un coup. Aussi, quand on parle d'observabilité, en fait, souvent vous avez déjà des outils dans vos applications ou dans vos autres équipes qui sont capables de faire plus ou moins ça. Essayez de les réutiliser parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, vous avez sûrement des analytics produits dans votre application, peut-être des analytics techniques. Ces données-là, c'est possible que vous puissiez directement vous en servir et les transformer en dashboard, les transformer en alerte, sans besoin d'avoir un nouvel outil, par exemple. De plus, par exemple, dans votre application, vous avez sûrement un logger. Ce logger-là, il va vous servir en debug, en développement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est plus simple pour quand on travaille. Ce logger-là, vous pouvez aussi
imaginer de prendre ces logs-là et les envoyer sur votre serveur, sur un outil tiers, etc. et analyser ces logs à distance, directement. Et pour rebondir sur les logs, ça peut aussi valoir le coup de créer une routine d'ajout des logs dans toutes vos nouvelles fonctionnalités. Quand est-ce qu'une fonctionnalité commence, quand est-ce qu'il y a une erreur, quand est-ce qu'elle est en succès, etc. Et pas juste les erreurs. Ça va vous permettre de mieux comprendre, en retraçant ces événements, ce qui s'est passé pour l'utilisateur. Une fois que vous avez toutes ces données, essayez assez vite de mettre en place un outil pour les agréger et les visualiser. Ça peut être tout simple que de faire un export de vos logs et les importer dans un Excel et faire des graphes dans un Excel. Ça n'a pas besoin d'être une usine à gaz. Alors bien sûr, il y a des outils avec des graphes intégrés. Nous, on en a utilisé un, comme on disait tout à l'heure, c'est Datadog. Mais pourquoi c'est important d'avoir ces graphes assez vite? C'est que si vous ne les avez pas, il y a un gros risque de se retrouver noyé sous la donnée, d'avoir énormément de logs qui arrivent, qui peuvent vous coûter cher, et derrière, vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire, vous ne savez pas les analyser, et ça peut freiner l'adoption. Alors que d'avoir des outils, des outils de visualisation, va vous permettre de suivre une évolution, de suivre exactement qu'est-ce que veut dire cette donnée. Et ensuite, une fois que vous avez toutes ces données, ces dashboards, ces métriques, etc., n'oubliez pas de vous créer des alertes assez vite. Les alertes, pas besoin de se les faire d'avoir la valeur parfaite. Mettez des valeurs au doigt mouillé. Si c'est trop fin, vous ajusterez à la hausse le seuil de déclenchement. Si c'est trop large, vous l'ajusterez à la baisse, mais mettez-les en place. Pourquoi les mettre assez vite? C'est que plus vous allez remonter d'analytics, de logs, etc., plus vous allez avoir de dashboards, plus vous allez mettre des alertes partout sur votre application, ça peut vous créer un faux sentiment de sécurité. Pensez que parce que c'est en production, alors c'est forcément en test, enfin c'est forcément avec des alertes. Et pour donner un exemple chez Spendesk, c'est qu'on avait un dashboard qui nous expliquait qu'on avait un problème sur une fonctionnalité, et on n'avait pas mis l'alerte. Et on avait oublié de mettre l'alerte, ça nous aurait pris 3 minutes. Mais à cause de ces 3 petites minutes qu'on n'a pas prises pour mettre l'alerte, en fait, on s'est rendu compte que 2 jours plus tard, qu'une fonctionnalité ne marchait plus. Donc on a réussi à au moins détecter qu'elle ne marchait plus, résoudre le problème, mais on a perdu 2 jours, parce que toute l'information, on l'avait déjà. Ensuite, pour la partie tips et retours d'expérience, dans vos équipes de développement, dans les équipes, essayez, c'est un truc qui a extrêmement bien marché chez nous, c'est de mettre un mindset vraiment autour de l'observabilité dans l'équipe. C'est-à-dire de penser une nouvelle fonctionnalité, technique ou produit d'ailleurs, avec des idées en disant comment on va faire pour mesurer qu'elle marche, comment on va faire pour mesurer que ça n'a pas marché, comment on va faire pour mesurer la performance de cette fonctionnalité, combien de temps elle a prise, etc. Faire ça directement intégré dans le développement, ça fait que ça va devenir un peu un automatisme, un réflexe, et ça ne va pas vous prendre plus de temps dans le temps de développement, et ce n'est pas quelque chose que vous allez revenir à la fin du développement pour rajouter par-dessus et qui peut prendre du temps. Et en faisant tout ça, en fait, quand ça devient vraiment une habitude, ça ne coûte pas vraiment plus, et on va dire que côté produit, côté PM, ils vont être plutôt contents parce qu'ils vont avoir une fonctionnalité qui est mieux surveillée et ça ne leur a pas vraiment coûté plus de temps à mettre en production. Aussi, retour d'expérience, c'est que, imaginons vous avez une application iOS, une application Android, ce qui est le cas chez nous. Si vous avez les mêmes flows, les mêmes actions, les mêmes actions et flows, essayez vraiment de mutualiser les événements, les dashboards, tout ce qui remonte, tout ce qui est mutualisable, mutualisez-le, parce que ça va vous permettre aussi de faire des comparaisons très très vite, des comparaisons de performance ou même des comparaisons de est-ce que ça marche et de savoir si ça marche que sur iOS, ça marche que sur Android, ou alors est-ce que les deux plateformes ne marchent plus, et du coup aller chercher la vraie source du problème, souvent le back-end par exemple, dans le cas où ça marche plus sur les deux plateformes. Et pour finir, quelques points d'attention. On parle beaucoup de remonter des données, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en fonction de là où est basée votre entreprise, il y a la RGPD qui s'applique. Donc vous ne pouvez pas remonter ce que vous voulez. Vous devez avoir aussi un consentement de l'utilisateur, que ce soit par contrat ou parce que vous avez une privacy policy qui explique bien ce que vous remontez, etc. Il faut faire attention à ça. Et quand je parlais aussi d'outils tiers ou de remonter des données, attention au coût, parce que certains outils peuvent coûter très cher assez vite si vous avez des grandes bases utilisateurs. Et donc ça peut être malin de
dans le développement de la fonctionnalité de monitoring, d'observabilité, d'être capable de mettre des garde-fous pour potentiellement désactiver à distance la remontée d'informations, etc. Pour, je ne sais pas, demain, vous avez 10 000 fois plus d'utilisateurs, vous pouvez peut-être réduire aussi de 10 000 fois le volume de données remontées. Et est-ce que vous avez des questions? Bon.